Bonjour à tous. Je ne sais pas si je me demande si j'ai vraiment besoin d'un micro. Bon, donc aujourd'hui on va traiter on va commencer le TD4. Le groupe qui était avec Monsieur Capel-Blancard, vous aviez fini le TD3. Bon, de toute façon, j'ai commencé le TD4. Après, éventuellement, vous débrouillerez avec les notes ou avec d'autres éléments si vous n'avez pas fini le TD3. D'autant que l'interro de la semaine prochaine porte sur le TD4, le TD3, pardon, l'intégralité du TD3 et les exercices 1 à 3, me semble-t-il. 1 à 2, oui. 1 à 2 du TD4. Bon, j'étais un peu surpris parce que ça ne porte que sur l'exercice 1 à 2 parce que je pense qu'il faut le TD4 est très important et qu'on a le temps, peut-être aujourd'hui, y compris de faire l'exercice 3. Donc c'est l'objectif que j'ai. Ah, l'exercice 1 à 2, donc c'est peut-être raisonnable, effectivement. En tout cas, on va commencer l'exercice 3, on va traiter tout ça. Et donc la semaine prochaine, on continuera à faire le TD4 avant l'interro. Et vous vous rappelez qu'avant les interros, c'est un peu difficile de travailler. Mais au moment du partiel, l'intégralité des TD est au programme. Donc de toute façon, vous aurez à travailler aussi le TD4, pas simplement pour l'interro, mais aussi pour le partiel, évidemment, à venir. Donc on y va avec le TD4. Alors vous allez voir que je suis plus directif, pour ceux qui sont avec M. Capel-Blancard, vous allez voir que je suis plus directif que lui, puisque j'essaye d'avancer dans les TD. Donc il y a quelques questions préliminaires. Ah oui, les questions préliminaires font partie des exercices. Ouais, d'accord. C'est vraiment léger ce qu'il y a sur le TD4. Donc si l'on s'intéresse au prix des transactions immobilières sur plusieurs années, qu'est-ce qui renseigne le mieux sur l'état du marché immobilier et son évolution? Le mode, la médiane ou la moyenne? C'est quoi le mode, pour commencer? Qu'est-ce que c'est que le mode? Le mode. Allez-y, mademoiselle. Oui, c'est ça, c'est celle pour laquelle il y a le plus de fréquence, en fait, ou celle qui revient le plus souvent. C'est la valeur de la variable pour laquelle il y a le plus de fréquence. Donc, définition du mode. Donc, c'est le maximum aussi de l'histogramme. C'est le maximum de l'histogramme. C'est le point où la valeur de la variable pour lequel l'histogramme atteint sa valeur maximale. La médiane, c'est quoi la médiane? La médiane, c'est la valeur de la variable qui sépare la population en deux parties égales. D'accord? Donc c'est celle qui correspond à 50% en dessous et 50% au-dessus. Donc la valeur de la variable qui sépare la population en deux parties égales. 50% des appartements ou des maisons ont une valeur, un prix de vente qui est inférieur à cette médiane et 50% sont au-dessus. Et puis la moyenne, bon, la moyenne c'est la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de transactions. D'accord? Alors d'après vous, qu'est-ce qui renseigne le mieux sur l'état du marché immobilier et son évolution? Le mode? Le mode, qu'est-ce que vous en pensez du mode? Non, le mode c'est rarement quelque chose, enfin, ça peut être quelque chose qui peut être utile, mais vous voyez que le mode, déjà dans la définition même du mode, il faut pouvoir dire en quelque sorte, il faut pouvoir classer les ventes en termes de classe de prix, et la définition même du mode, le mode est sensible quelquefois même à la manière dont vous regroupez le niveau des transactions selon les prix, d'accord? L'intervalle, la classe dans laquelle vous regroupez ces transactions. Le mode indique quelque chose, mais il n'est pas très utile. Il est relativement sensible à cette manière de regrouper notamment les transactions par classe. La moyenne. Est-ce que la moyenne est un bon indicateur? On pourrait dire oui, c'est un bon indicateur. Le problème de la moyenne, c'est que la moyenne donne beaucoup de poids, y compris à des transactions qui pourraient être d'un niveau très très élevé. Donc, si vous avez un hôtel particulier qui se vend dans le 7e arrondissement à plusieurs centaines de millions d'euros, c'est un prix très très élevé, vous voyez qu'il va augmenter énormément la moyenne, d'accord? Il va énormément augmenter la moyenne, puisque son poids dans le calcul est en quelque sorte proportionnel à sa valeur.
Donc, quelquefois, le fait de considérer la moyenne a tendance à peut-être à tirer vers le haut, d'accord, en correspondant, et ça correspond quelquefois à des transactions qui sont complètement exceptionnelles, qui se reproduisent peut-être pas d'année en année. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que ces valeurs extrêmes dictent la moyenne, ok. Donc, c'est la même chose lorsqu'on réfléchit à la moyenne des revenus dans la population. Vous voyez que quand vous faites la moyenne des revenus dans la population, finalement, vous accordez autant de poids aux plus riches des individus qu'aux plus pauvres, mais vous voyez que le poids que vous accordez à l'individu le plus riche, il compte autant que celui, il compte énormément en proportion de sa richesse par rapport à l'individu le plus pauvre. Donc quelque part, ça déforme aussi la distribution. Donc au total, puisqu'on a un peu éliminé ces deux possibilités, le mode et la moyenne, la médiane, finalement, donne un point de vue relativement équilibré parce qu'il y a 50% au-dessus, 50% en dessous, 50% des transactions, et donc c'est pas sensible, comme je le disais par exemple, à une transaction qui serait exceptionnelle, et en même temps, la médiane, elle est robuste à la manière dont sont réparties les ventes en termes de classe. Donc la médiane est souvent un bon indicateur. Regardez, c'est la même chose pour un groupe de TD. Bon, il peut y avoir des très bons étudiants d'un groupe de TD, donc des gens qui ont 20, alors là, en l'occurrence, dans un groupe de TD, les notes sont bornées. Donc, on ne peut pas avoir de gens qui ont des notes exceptionnellement élevées. C'est 20. Mais peut-être que la médiane exprime mieux ce que représente le groupe de TD que la moyenne. D'accord ? Que la moyenne. De ce point de vue-là, c'est à discuter. En tout cas, sur quelque chose qui n'a pas de borne, comme une transaction immobilière, effectivement, la moyenne, elle est sensible aux valeurs extrêmes, et donc la médiane est peut-être plus pertinente. Je vous accorde qu'on peut discuter sur ça. Entre le mode, la médiane et la moyenne, quelle est la caractéristique de la répartition de la population selon la pointure qui est la plus pertinente à connaître pour un marchand de chaussures? Qu'est-ce que vous en pensez? La moyenne, vous dites? Ouais, la moyenne, le mode. Alors, pourquoi le mode? Parce que la pointure ne va pas avoir de valeur intermédiaire. On a des valeurs très précises. Et si la plus pertinente, c'est la plus répandue. Oui. Effectivement, c'est ça. En tout cas, c'est la réponse attendue, c'est de dire finalement quelle est la plus pertinente à connaître pour un marchand de chaussures. J'ai l'impression que si un marchand de chaussures cherche à acheter un stock, d'accord, il va acheter un stock en début d'année et il doit acheter un stock finalement correspondant aux anticipations qu'il a de ses ventes. Et donc, le stock qu'il va acheter en début d'année, c'est quelque chose qui peu ou prou doit correspondre justement à la répartition des pointures dans la population. Okay, c'est ça qu'il doit essayer de faire. Parce que le plus probablement, ses clients, bon, à moins qu'il habite à un endroit où les gens ont des grands pieds, mais enfin, le plus probablement, les gens dans son magasin vont ressembler à la répartition des Français parmi les pointures. D'accord ? Donc de ce point de vue-là, peut-être que le mode, comme c'est la pointure la plus fréquente, et que, en l'occurrence, vous voyez, la pointure, c'est une variable qui n'est pas continue, c'est une variable qui est discrète. Bon, je sais bien qu'il y a des marques de chaussures qui font au tiers ou au demi, mais c'est plutôt, même si c'est quelque chose qui pourrait s'exprimer peut-être en centimètres ou en unités, ce qui n'est pas le cas, c'est le cas au Japon, je crois. C'est une variable qui est plutôt discrète dans la manière de la définir, d'accord ? Vous n'avez pas de pointure de 37,4. Donc effectivement, là pour le coup, peut-être que le mode a une signification qui est bien précise, et ça correspond à ce que il est le plus probable de vendre. S'il devait acheter qu'une seule paire de chaussures, parce qu'il n'a pas les moyens de posséder un stock trop important, okay, et qu'il devait acheter qu'une seule pointure, la pointure qu'il prendrait, vous êtes d'accord avec moi, ça serait le mode. Puisque c'est probablement ce qu'il a le plus de chances de vendre s'il ne prenait qu'une seule pointure. Je pense que ça, c'est une bonne explication de le dire comme ça. Vous voyez que la moyenne, elle n'exprime rien de ce point de vue-là. Vous pouvez même avoir une moyenne qui correspond à aucune paire de chaussures, puisque vous allez trouver, je sais pas, 41,2 de moyenne, et il n'y a aucune chaussure qui fait 41,2. Donc la moyenne n'est pas pertinente, et puis la médiane, elle n'est pas plus pertinente non plus. Donc s'il n'avait qu'un seul client, il commanderait une pointure correspondant au mode parmi la population des pointures. Donc ça paraît, on peut le dire de cette manière-là, mais c'est pas évident, on va pas disserter, mais je pense que c'est la bonne explication à avoir. Troisième question, pour inciter ses clients à acheter davantage, un magasin souhaite mener une action promotionnelle consistant à offrir un cadeau
pour plus de X euros d'achat. Quelle statistique sur la valeur de la dépense par client entre le mode, la médiane ou la moyenne est la plus intéressante pour déterminer ce montant X? Le mode. Alors, on ne sait pas, enfin, visiblement, je ne sais pas, moi, je ne suis pas directeur de magasin, je n'ai pas d'idée là-dessus, mais son idée, c'est d'offrir un cadeau au plus grand nombre de gens possible. Enfin, je me dis que ça doit être ça. Enfin, ça lui coûte quelque chose quand même d'offrir un cadeau, donc ça peut être un peu ambigu. Bon, le mode, ça me semble être complètement hors jeu, puisque le mode ne dit rien sur ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il cherche à repérer finalement cet individu? C'est la proportion de gens qui sont au-delà d'un certain niveau d'achat. C'est ça qu'il cherche à repérer. Et donc, quelque part, il doit fixer le seuil de manière à ce qu'il y ait le plus de personnes qui soient concernées par ça. Vous me diriez, si on devait répondre à cette question, il suffirait qu'il mette un seuil de 1 euro, comme ça on serait sûr que tout le monde ait un cadeau. Et visiblement, c'est pas ça qu'on cherche à dire dans cet exercice. Le mode ne dit rien sur la proportion de gens qui sont au-dessus ou en dessous du mode. D'accord? Souvent, il est au milieu, mais il ne dit rien. Le mode pourrait correspondre à des valeurs extrêmes. D'accord? Finalement, imaginez un très mauvais groupe de TD. Il y a beaucoup de gens qui auraient 0, ou peut-être un très bon groupe de TD, prenons-le comme ça. Tout le monde aurait... Non, pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont 20, d'accord? Tout le monde n'a pas 20, et donc c'est la fréquence la plus importante, simplement parce que voilà, ils ont tous répondu parfaitement bien à la question. Le mode ne renseigne pas sur, même si c'est la fréquence la plus courante, la note la plus courante, ne renseigne pas sur l'étendue des notes en dessous et sur, voilà, le mode ne me semble pas être une bonne manière de faire. La médiane. La médiane, c'est pas mal, parce que la médiane, c'est effectivement, c'est ce qui coupe en deux. Donc en fixant à la médiane, ça veut dire que 50% des gens, vous savez que 50% des gens vont bénéficier du cadeau. Donc vous le contrôlez en quelque sorte. Vous pouvez même dire, si vous connaissez la médiane, vous pouvez savoir, anticiper combien va vous coûter le cadeau. Donc la médiane semble très pertinente. La moyenne, elle n'indique pas la proportion d'individus. D'accord? On a l'impression aussi que tout ça sont des indicateurs de tendance centrale. Et vous voyez qu'elle n'indique pas la même chose. Elle peut tenir compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, des valeurs extrêmes. Donc là aussi, pour moi, la réponse attendue, c'est plutôt la médiane, parce que la médiane, elle a cette capacité à repérer le nombre de gens qui sont au-dessus et en dessous. Et donc en fixant à la médiane, vous savez exactement le nombre de gens qui vont bénéficier du cadeau. Ça vous va? Pas de questions? On va revenir sur ces notions. Je pense que ce type de questions préliminaires permet peut-être de réfléchir à un moment donné comme ça, mais c'est pas forcément le type de questions qu'on pose le jour de l'examen. Difficile quelquefois à évaluer, la réponse peut être un peu surprenante, mais je trouve que c'est intéressant quand même à chaque fois de réfléchir à en quoi un concept peut être utile. En quoi un concept peut être utile. Vous voyez que le mode semble peu utile, même si on a trouvé un bon exemple avec cette histoire de chaussures, le domaine le plus fréquent. La moyenne et la médiane, évidemment, ont un intérêt. Alors, ah oui, non, d'accord, ok. Ça c'est la question 4, d'accord, c'est pas un exercice. Bon. Donc l'exercice 2, c'est l'exercice après, donc il y a quand même du contenu à la séance. Le tableau suivant présente les dividendes en UM, unité monétaire, j'imagine, par action versée par une entreprise à ses actionnaires chaque année entre 2000 et 2015. Donc c'est quoi un dividende? C'est quoi un dividende? Allez-y, monsieur. Le comment? Le revenu d'une action. Oui, c'est bien, c'est une bonne définition. D'accord. Donc c'est le revenu qui est reversé au détenteur d'une action pour le récompenser en quelque sorte de détenir cette action. Évidemment, quand vous êtes actionnaire, vous détenez une part de l'entreprise et donc vous avez un droit sur les profits réalisés par l'entreprise. Donc l'entreprise peut choisir de redistribuer ses profits aux actionnaires, et quand il est redistribué aux actionnaires, on appelle ça un dividende. Donc l'entreprise, elle le fait ou elle ne le fait pas. Elle n'est pas obligée de redistribuer ses profits, elle peut éventuellement réinvestir ses profits ou encore réduire sa dette en utilisant ses profits. Donc c'est son choix de verser un dividende. En général, les entreprises aiment bien
comme je suis un peu prof de finance, c'est pour ça que je vous en parle, elles aiment bien lisser les dividendes. C'est-à-dire, quand elles ont des profits, tenter de les renverser en partie et de lisser les dividendes dans le temps. Pour que chaque année, finalement, l'actionnaire ait l'impression de recevoir un revenu. Il ne faut pas oublier non plus qu'une entreprise qui ne verserait jamais de dividendes, jamais, ce qui est le cas d'ailleurs de certaines entreprises qui diffèrent le versement de dividendes, ne vaudrait rien. D'accord ? Ce qui fait que l'action a une valeur, que les gens sont prêts à l'acheter, c'est parce qu'ils savent qu'un jour l'entreprise va verser des dividendes. Donc si l'entreprise ne verse jamais de dividendes, son action ne vaut rien. Alors ici on a donc ce tableau qui est présenté, donc les données qui sont présentées. Donc la première chose qu'on doit faire dans ces cas-là, ça c'est les données qu'on appelle les données brutes finalement. Ça c'est bien les données brutes qui sont inscrites ici. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est de regrouper ces données pour décrire la fonction de répartition. Déjà, cette variable, c'est bien une variable quantitative. Elle est mesurée en euros, c'est une quantité, d'accord ? Et elle est normalement continue, puisque une entreprise peut choisir son montant de versement. Donc il peut choisir de verser 0, il ne peut pas verser un dividende négatif, hein, ça c'est très important de le dire. Donc nécessairement, ça appartient à 0 plus l'infini. Elle peut choisir de verser un dividende, et vous voyez que ce dividende n'est pas forcément un nombre entier. Ça peut être 1,5 euros, bon, ça ne va pas être racine de 2 euros, mais c'est une variable a priori quantitative et continue. Est-ce que c'est une variable de flux ou de stock ? Quelquefois on vous pose ce genre de questions. C'est un flux, d'accord ? C'est pour une année, on verse tant. Donc c'est donné à un instant du temps. Je ne sais pas si c'est utile ici, mais comme quelquefois on vous pose la question à l'examen, si c'est un flux. C'est une variable discrète, c'est une variable continue, donc logiquement il faudrait le regrouper par classe. Par classe dans lequel elle prendrait sa valeur dans une classe déterminée. Il se trouve que ici, peut-être une volonté de la part de l'auteur de l'exercice, on a fait comme si c'était un nombre entier, et donc cette variable qui est potentiellement continue, en fait elle prend des valeurs discrètes sur l'échantillon. Exactement comme la note que je donne dans un TD peut être une variable qui est continue, ça peut être 14,5, ça pourrait être 14,75 pour certains, etc. Et souvent, on met une note qui correspond à un entier, peut-être par souci de lisibilité ou par la manière dont le barème est effectué. Pour un dividende, il y a peu de raisons que ce soit comme ça, mais c'est ici le cas. Donc du coup, on va décrire dans mon tableau ici les différentes valeurs possibles du dividende, d'accord, de 0 à 8. Donc quand on regarde une distribution, il faut toujours repérer le minimum de la variable, d'accord, et puis de l'autre côté le maximum. Donc ici, vous voyez que la variable, elle prend ses valeurs entre 8, c'est la valeur maximale, et 0. C'est ce qu'on appelle l'étendue de la distribution. Si vous cherchez à la représenter, il faut savoir sur quelle échelle vous allez la représenter. Entre 0 et 8. Et ensuite, vous avez les valeurs possibles. Et encore une fois, ici, les valeurs possibles, elles sont entières. Mais comme c'est une variable continue, normalement, il faudrait raisonner en termes de classe. Mais ici, comme elles sont entières, on ne va pas le faire. On va simplement mettre les valeurs. Et puis, on recense. Donc, combien de fois on a 0 ? Bon, donc c'est un peu débile ce que je fais. Excel le fait très bien. 2 fois. Combien de fois on a 1 ? Je sais pas, 4 fois. 2, combien de fois vous l'avez fait ? 4, 3, 5, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 1. J'ai pris soin, et je pense que c'est un point important, de bien faire apparaître les variables, les valeurs 5, 6, 7, d'accord ? 5, 6, 7, qui correspondent à des creux dans la distribution, parce que justement, la variable elle est continue. Et donc quelque part, il faut que, puisque j'ai vu qu'on prenait tout le temps un nombre entier, c'est aussi important comme information de présenter dans le tableau le fait que 5, 6, 7, 8, 7, qui sont des possibilités, n'apparaissent pas. Ce qui permet de mettre mieux en avant le fait que 8 est une valeur exceptionnelle. D'accord ? Que 8 est une valeur exceptionnelle. Un niveau exceptionnel de dividende, un dividende extraordinaire de la part de l'entreprise. Le total est de 16 et la fréquence se calcule simplement en rapportant le total, le niveau à la fréquence. D'accord ?
Donc 2 16e, ça fait quoi? Ça fait 12,5%. C'est ça. Ça fait... La fréquence en général, vous la notez en pourcentage, d'accord? Donc ça fait 12,5, ok? Ici 4, ça fait 25. Ici 4, ça fait encore 25. Ici, ça doit faire, si je ne me trompe pas, 31,25, 5 16e. D'accord? 0%, 0%, 0%, 0%, et 6,25%. D'accord? Évidemment, à chaque fois que vous répartissez, vous mettez une fréquence, vous vérifiez bien, après, que la somme est bien à sens qui, j'espère, ici est le cas. Ça marche? Ça a l'air de marcher. Ok? On est d'accord, parce que j'ai vu que ça posait certaines difficultés à certains, que quand on définit une fréquence ou des pourcentages, quand j'écris quelque chose qui est 25%, sur la feuille Excel, ça veut dire que c'est 0,25. D'accord? Écrire 25%, c'est comme écrire 0,25. Ça me semble être un point important, parce que quand vous présentez un calcul et que vous le mettez en pourcent, vous n'avez pas à dire que vous multipliez par 100. Vous exprimez juste le fait que c'est inscrit en pourcent. Ok. Donc c'est bon là-dessus. Réorganiser les données de manière à pouvoir analyser sa distribution et représenter-la graphiquement. Qu'est-ce qu'on vient de calculer ici avec la fréquence? On vient de calculer quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle la fonction de densité. Et vous voyez que j'ai fait attention à bien faire apparaître justement les valeurs 5, 6, 7 pour montrer qu'il y a un espèce de creux dans cette densité. Et pas le cacher. La valeur d'un dividende, c'est pas comme la couleur des yeux, c'est une variable quantitative. C'est pas une variable qualitative. Donc le 8, il signifie quelque chose. L'ordre dans lequel vous mettez les données signifie quelque chose. C'est pour ça qu'il est important de bien faire apparaître les valeurs 4, 5, 6, 7, même si elles n'apparaissent pas ensuite. Calculer la moyenne. La moyenne, c'est quoi la moyenne? Pour calculer la moyenne, bien souvent, la moyenne, on la note x bar. La variable, elle prend ses valeurs, c'est ce qu'on appelle les xi, d'accord? Ici, c'est les xt, puisque c'est par rapport au temps. Mais ici, c'est les xi. C'est les différentes possibilités de valeurs, d'accord? Donc quand je mets xt, ça veut dire typiquement que je considère que ça va de 2000 à 2015. Ok? C'est par rapport au temps. Et quand on met un xi, ça veut dire qu'on a regroupé en classes et que là, ça va de 1, de xi va de 1 à 9 parce qu'on a 9 classes possibles. D'accord? Il faut bien faire la différence entre les deux. Le xt, c'est la réalisation adaptée et le xi, c'est la manière dont je décris la distribution. Et tous les deux se mettent avec un petit x, peut-être, ce qui peut vous troubler un peu, mais les deux sont la même chose. D'accord? Enfin, il y a un rapport entre les deux, évidemment. Comment on calcule la moyenne? Donc la moyenne, c'est x bar. Vous avez deux manières de le faire, toujours. Soit vous pouvez calculer la moyenne directement à partir des données. Vous avez un groupe de TD, vous prenez les données de 2000 à 2015, donc un groupe de TD, c'est les individus dans un groupe de TD. Vous prenez les données directement à partir des données, vous prenez les données de 2000 à 2015, vous faites la somme de ces données et vous divisez par le nombre d'années. Donc 16. C'est la première manière de calculer la moyenne. C'est la manière la plus directe, d'accord? Donc vous pouvez faire ça de manière très très simple. C'est comme ça que vous calculez les moyennes dans un groupe de TD. Vous prenez tous les individus et puis vous regardez. Donc en le faisant ici, vous avez calculé. Vous avez trouvé combien? Vous avez trouvé combien? Combien vous dites? 2,18. Très bien. Donc la moyenne, si vous calculez de cette manière-là, c'est 2,18. Évidemment, une manière complètement équivalente de faire, c'est de raisonner non pas par rapport au xt, mais de raisonner par rapport à xi. Dans xi, en fait, vous avez regroupé les observations. Donc, vous allez faire en fait une somme pondérée sur les différentes valeurs possibles, d'accord? Donc ici, les xi, ça va de 0 à 9,
puisque j'ai 9 catégories. Vous avez vu, hein, j'ai 9 catégories, parce que 0 c'est une catégorie. Et donc, cette fois, ce que je vais faire, c'est que précisément les fréquences correspondant à chacune des catégories, je les appelle les FI. Ok. Et donc, l'autre manière de calculer la moyenne, parfaitement équivalente, c'est de faire une moyenne pondérée sur les différentes modalités possibles. Modalité, c'est les différentes valeurs possibles de la variable. D'accord? Et ici, ça va de 0 à 9. Évidemment, les deux mêmes donnent exactement le même résultat. Évidemment, les deux donnent ici exactement le même résultat. Pourquoi? Parce que notre tableau, tel qu'il est en dessous, il est exact. Il est exact. C'est-à-dire, on sait que la valeur 0 ou la valeur 1 est pris exactement. On n'a pas fait de regroupement en classe. Donc, imaginez que on a un groupe de télé et qu'on est capable de dire combien d'individus ont 15, 14, 13, 12 jusqu'à 0, d'accord? Évidemment, pour faire la moyenne, il suffit simplement de sommer chacune des valeurs possibles en multipliant par le nombre d'individus et en divisant par le nombre total d'individus. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici, d'accord? Autre manière de le dire, vous voyez ce qu'on appelle en fait la fréquence, ce n'est rien d'autre que le nombre d'observations NI sur le nombre total grand N. Ça, c'est ce que j'appelle grand N. Et donc ça, c'est aussi égal à la somme des NIXI sur N de I égale 0 à 9 sur toutes les modalités possibles. Ok? Donc la moyenne, elle peut se calculer de ces deux manières-là. La médiane. Alors, pour calculer la médiane, en fait, pour calculer la médiane, il faut repérer le nombre d'observations qui est inférieur à 50%, ou la valeur du dividende qui divise la population en deux. Donc, pour faire ça, en fait, il faudrait rajouter, je ne sais pas si je l'ai fait à la page précédente, à la page suivante ou pas, je vais le faire là. Il faudrait rajouter, je vais regarder quand même ce que j'ai fait à la page suivante, ok. Pour faire ça, la manière la plus logique de faire, c'est de rajouter en fait, ce que j'aurais dû préparer avant, c'est de rajouter une colonne au tableau. Et dans cette colonne au tableau que vous rajoutez, dans cette ligne que vous rajoutez au tableau, ok, vous allez mettre ce qu'on appelle les fréquences cumulées. Donc, qu'est-ce que c'est que les fréquences cumulées? Qu'est-ce que c'est que les fréquences cumulées? C'est ce qui permet de calculer la fonction de répartition, on va venir après, d'accord? C'est de regarder combien de fois le niveau de la variable a été inférieur à la valeur correspondant à 0. Inférieur ou égal à 0. Combien de fois? Dans 12,5% des cas. Donc ça correspond à 12,5. Combien de fois le niveau dividende a été inférieur à 1? Inférieur ou égal à 1? 37,5. Combien de fois, bon, quelle fréquence, en pourcentage encore une fois, combien de fois ça a été inférieur ou égal à 2? 37,5 plus 25. 37,5 plus 25, ça fait du 62,5. Ok? Ensuite, vous pouvez faire combien de fois ça a été en fréquence? Quelle fréquence on a été inférieur ou égal à 3? Donc ça fait 62,5 plus 31,25. Donc ça fait 93, pardon. 93,75. Vous voyez que ensuite, ça ne bouge pas parce que jamais on a des valeurs 4, 5, 6, etc. Donc ça ne bouge pas jusqu'à 7. Et puis, le dernier, évidemment, ça vaut 100 mathématiquement, parce qu'on est toujours dans des cas où c'est inférieur ou égal à 8. Donc, à quoi correspond la médiane? La médiane, c'est ce qui coupe la population en deux, le nombre d'observations en deux. Alors, le problème ici, c'est que comme la variable est une variable pour laquelle on a des données qui sont des entiers, d'accord? En fait, ce qu'on peut repérer ici, ce n'est pas la médiane elle-même, mais c'est la classe. Mais c'est la classe médiane. C'est la classe médiane. Vous voyez que la valeur 2
inférieur ou égal à 2, d'accord, bah, il y a 62,5% des cas où vous êtes inférieur ou égal à 2, et puis en complémentaire, il y a 37,5% des cas où vous êtes strictement supérieur à 2, d'accord. Donc, il n'y a pas ici de médiane que l'on peut calculer exactement à 50%, encore une fois, parce que il y a un discontinu en fait de valeur pris par la variable, et donc la médiane ici, c'est la valeur 2. Donc la médiane, elle est là. Ça ne peut pas être la valeur 1, puisque vous voyez que ça pourrait être c'est un peu arbitraire, d'accord. Mais si vous aviez pris la valeur 1, vous avez 37,5% d'observations qui sont inférieures ou égales à 1. Et donc le complémentaire qui est supérieur ou égal à 1. Avec la valeur 2, vous êtes trop haut, d'accord. Par convention, on va choisir comme médiane le niveau maximal ici, puisqu'il y a une ambiguïté entre prendre 1 et 2, on choisit en fait de prendre 2. Je vous accorde que c'est qu'une convention et que donc c'est pas forcément idéal de répondre à cette question vis-à-vis d'une convention. Le mode, c'est la donnée la plus fréquente. Donc ici, c'est quoi la donnée la plus fréquente? Il suffit de regarder le tableau dessus. Le mode, il est là, d'accord? C'est 31,25%. Ça, c'est le mode. Voilà. Ok? Bon, donc c'est pas trop compliqué. Représenter graphiquement, je n'ai pas répondu à cette question, je ne réponds pas aux questions dans l'ordre. C'est pour ça qu'en fait, peut-être que le tableau, je l'avais fait plus loin, mais je ne l'ai pas regardé. Je l'ai préparé ça la semaine dernière. Donc, vous voyez, si je regarde, comment on peut représenter la distribution? La distribution, ici, la bonne manière de faire, c'est de la représenter par quelque chose qui ressemblerait à un histogramme. Le premier graphique là-haut, c'est un graphique qui nous est proposé pour la correction, que j'ai copié-collé dans la correction du TD. Je le trouve pas très bon, je le trouve même mauvais. Pourquoi? Parce qu'il nous présente le nombre d'années. Ici, qu'est-ce qu'on met? On met le nombre d'années où le niveau 0, 1, 2, 3, 8 est atteint. On pourrait aussi mettre la fréquence, d'accord? Ça, c'est pas un problème. Ok? N'oubliez pas que la fréquence par rapport au nombre d'années, c'est simplement le nombre d'années divisé par 16. Donc, on peut le représenter aussi par rapport à la fréquence, ce qui est une manière équivalente de faire, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui me gêne dans ce graphique, c'est quoi? C'est qu'on étudie une variable qui est une variable qui pourrait prendre ses valeurs de 0 à 8, et notamment elle pourrait prendre des valeurs à 5, 6 et 7, mais elle ne le fait pas. Elle prend 0 à 5, 6 et 7. C'est aussi en soi une information. Le niveau d'un dividende, c'est pas la couleur des yeux. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une variable qui, a priori, est une variable quantitative et non pas qualitative, et qui pourrait prendre ses valeurs sur un continu de 0 à l'infini. Le premier graphe, il nous cache un peu ça. Bon, il nous le cache pas totalement, mais je veux dire, il nous dit rien. Enfin, il nous dit rien. Alors, on sait qu'il se passe rien. Mais il fait comme si finalement 8 était le nombre après 3. Mais non, mais 8 n'est pas le nombre après 3. Entre les deux, il y a 4, 5, 6 et 7. Et si on a inventé les nombres, c'est bien parce qu'on sait que 4 n'est pas la même chose que 8. D'accord? Et donc il faut tenir compte de ces informations. Donc, moi je préfère largement le faire comme je l'ai fait ici. D'accord? Représenter la même chose, mais bien montrer que dans cette zone, rien ne se passe. D'accord? Ça n'a pas pris de valeur, c'est 0. Ok? Et là, on le voit de manière beaucoup plus évidente. Et ce qu'on voit de manière beaucoup plus évidente, c'est quoi? C'est que la valeur 8 est une valeur exceptionnelle, qui se détache du reste. Qui est peu fréquente, d'accord? Mais qui apparaît comme étant quelque chose qu'on appelle la queue de distribution. La queue de distribution. C'est important de comprendre ce qu'est une queue de distribution. Exemple. Là, par exemple. Souvent, les entreprises, des entreprises choisissent quelquefois de verser des dividendes qu'on appelle exceptionnels. Exceptionnels. Elles font pas ça au petit bonheur la chance. Elles font ça parce qu'elles veulent marquer l'esprit des actionnaires.
parce que tout d'un coup elles ont réalisé des opérations exceptionnelles et que du coup elles veulent rendre du cash, c'est comme ça qu'ils parlent, aux actionnaires. D'accord? Entreprises comme Apple, comme Microsoft font ce type d'opération très peu fréquemment. Ils préfèrent donner des dividendes exceptionnels plutôt que de donner comme EDF des dividendes toutes les années. D'accord? Donc c'est pas du tout inintéressant de savoir qu'un dividende exceptionnel a été donné et de savoir que c'est un dividende exceptionnel. Vous ne pouvez pas barrer ce point en disant non mais ça c'est exceptionnel, ça ne nous intéresse pas. Au contraire, pour les actionnaires c'est très important de le savoir. Donc ce qui est dans la queue de distribution ici, c'est-à-dire une valeur extrême, est quelque chose qui est important et qui est significatif et que l'on doit singulariser en quelque sorte. Il y a plein d'exemples où c'est pas le cas. Je veux dire, si dans un groupe de TD on regarde la taille des gens, dans la population on regarde la taille des gens et qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui mesurent 2m42, une personne qui mesure 2m42, c'est pas très important. D'accord? C'est le maximum de la taille des gens. Alors que là, pour une entreprise et pour un dividende, ça a une importance. Ça a une importance. Et or, donc ici, cette variable, le fait qu'elle soit dans la queue de distribution, ici c'est bien noté parce qu'on a un trou, et ça c'est le vrai histogramme. Ça c'est la bonne manière de faire. D'accord? Ça, c'est pas une manière très pertinente de représenter la série. Parce qu'encore une fois, le niveau d'un dividende, c'est pas la couleur des yeux. Et si je le dis, c'est parce que je tiens compte de la nature de la variable. Si le jour de l'examen, vous aviez fait le premier graphique, je n'aurais pas enlevé de points. Même si je considère que c'est pas la bonne manière de présenter. Moi, je préfère vous présenter la bonne manière de présenter, justement aussi pour insister sur cette notion. D'accord? Pour un investisseur, c'est très important de savoir qu'un dividende exceptionnel a été versé. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la somme de tout ce qui a été versé au cours du temps. D'accord? Et donc, de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait 8, 8, c'est comme 8 années avec un dividende de 1, 4 années avec un dividende moyen. C'est considérable. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Que dire de 2012? Que dire de 2012? Voilà. Faut dire de 2012, c'est une année exceptionnelle, et ça compte. Et ça compte. Vous voyez, c'est vraiment une question intéressante de se demander ce qui se passe dans la queue de distribution. Si vous avez la distribution des pays, des niveaux de vie parmi les pays du monde, le pays le plus riche, c'est pas par habitant, c'est peut-être le Qatar ou un État du Golfe. Est-ce que c'est important pour l'humanité? La réponse, elle est non. D'accord? Évidemment, on pourrait créer un sous-Qatar et même on pourrait créer une ville encore plus riche. C'est pas intéressant de le savoir. Ici, c'est intéressant. Donc ça, c'était l'exercice 1. Je pense qu'on l'a achevé. Voilà. Du coup, on peut passer à l'exercice 2. Vous voyez, on va avoir le temps pour l'exercice 3. Exercice 2. Le tableau ci-dessous décrit la répartition des familles selon le nombre d'enfants de moins de 18 ans. D'accord? Alors, une famille, par définition de l'INSEE, c'est un ménage. Un ménage, c'est des gens qui sont regroupés sur le même toit. C'est un foyer. Une famille, c'est un ménage qui a au moins un enfant. D'accord? C'est ça. Donc un enfant devant se définir par un individu de moins de 18 ans. C'est comme ça qu'on définit les choses. Donc, quand on étudie des familles, on étudie une sous-classe de foyers, qui sont des foyers qui abritent quelqu'un, au moins une personne qui a moins de 18 ans. Vous êtes d'accord? C'est ça la définition. Très important aussi de comprendre que le nombre d'enfants, c'est... Le nombre d'enfants, c'est une variable quantitative, qualitative, discrète, continue. C'est une variable quantitative, on est d'accord, c'est le nombre d'enfants, donc ça c'est évident, mais elle est discrète. C'est pas comme le dividende tout à l'heure. Le dividende, il était discret, mais c'était un choix de l'énoncé. Le nombre d'enfants, vous ne pouvez pas avoir 1,5 enfants dans une famille. Okay, quand les parents sont divorcés, que les enfants sont dans une garde partagée, il doit y avoir une technique de l'INSEE visant à dire quel est le foyer principal. Mais il n'est pas comptabilisé 2 fois l'enfant, d'accord? Et on ne dit pas que le foyer a 1,5 enfants. Donc c'est bien une variable quantitative discrète, vous êtes d'accord? Donc là, pour le coup, ici, on doit en tenir compte en quelque sorte que c'est bien discret. C'est ni la couleur des yeux, ni le niveau de dividende. C'est une variable de flux ou une variable de stock, le nombre d'enfants?
c'est une variable de stock. Vous le mesurez. La manière de répondre à la question, c'est utile une variable de flux ou une variable de stock, c'est vous le mesurez au 31 décembre. Enfin, au moment où l'enquête est effectuée, j'imagine que l'enquête ne peut pas être effectuée au 31 décembre dans tous les foyers de France. Mais c'est bien ça, c'est mesurer à un moment, vous regardez et vous n'avez pas besoin de regarder le film. Vous observez juste que le nombre d'enfants, il y en a 3 dans la famille quand vous rentrez dans le salon. C'est une variable de stock. D'accord? Donc, évidemment, le nombre de naissances par famille, c'est une variable de flux. C'est ce que vous constatez durant la période. Est-ce que vous avez des enfants entre le 1er janvier et le 31 décembre? Ça sera le flux qui alimente le stock. Derrière tout stock, il y a toujours un flux. D'accord? Alors, il faut faire attention. Le prix, par exemple, c'est une variable de stock. Vous observez le prix à un moment donné. Et vous voyez qu'il n'y a pas de flux associé. C'est un exemple dans lequel, derrière le stock, il n'y a pas de flux. Mais en général, quand on a un stock, derrière, il y a une accumulation. Un chômage, il y a des gens qui tombent au chômage. Pour un prix, c'est pas le cas. L'important, c'est que ce soit regardé à un instant donné. Bon, ça, c'était juste des questions un peu préliminaires. Montrer que le nombre moyen d'enfants par famille de 4 enfants ou plus vaut 5,50 en 2009. Alors quand même, avant de venir, j'ai quand même préparé le TD. Donc je sors mon petit cahier pour me rappeler comment on répond à cette question. Ah non, c'est pas pour ça. Alors, comment faire pour calculer ici le nombre d'enfants? Il faut regarder les informations qu'on nous donne, tout simplement. Ok? On nous donne, vous voyez, ici on nous donne la répartition. Le problème, c'est qu'elle est tronquée. 4 enfants ou plus. D'accord? 4 enfants ou plus. Et on nous donne le nombre total de familles avec enfants de moins de 18 ans. Et le nombre total d'enfants de moins de 18 ans. Ok? Pour 75 et 80, on nous donne ces renseignements, mais on ne nous donne pas pour 2009. Comment on peut faire pour 2009 pour retrouver le nombre moyen d'enfants par famille de 4 enfants en plus, ou plus? Comment on peut faire pour le retrouver? En fait, on connaît la moyenne. Quel est le nombre moyen d'enfants? Quel est le nombre moyen d'enfants par famille en 2009? Quel est le nombre moyen d'enfants par famille en 2009? Quel est le nombre d'enfants moyens par famille en 2009? Comment vous pouvez le calculer? Comment vous pouvez le calculer ici? Le nombre d'enfants moyens par famille en 2009? Pour ce faire, vous pouvez prendre le nombre total d'enfants, d'accord, et le diviser par le nombre total de familles avec enfants. C'est un peu bizarre d'ailleurs de parler du nombre total d'enfants, de familles avec enfants, puisque toutes les familles ont des enfants. Donc le total de familles aurait suffi, ça ne sert à rien de mettre avec enfants ici, puisque c'est bien sûr, une famille a des enfants. Par définition de la famille. C'est comme si vous disiez le cheval blanc. Ça n'a pas de sens. Donc le nombre total, la moyenne, elle est de 13 760,9 divisé par 7631,3. D'accord? Ça c'est le nombre d'enfants par le nombre moyen d'enfants par famille. Ça fait combien? 1, combien? 1,80. Parfait. 1,80. Ben non, je n'ai pas préparé, on dirait. Si, je ne vais pas. Je ne vais pas partir. 1,80. Ok? Maintenant, ce que vous pouvez savoir aussi, ce que vous savez à partir de cette information et du nombre total d'enfants, là vous avez la moyenne, je pense que c'est une question qui est posée après. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous savez que 13 760,9, c'est égal à quoi? C'est égal à une fois, vous avez 3446 familles qui ont un enfant. Donc c'est égal à une fois 3446,7 plus 2 fois 2928,1 2928,1 plus
3 fois quoi? 3 fois 981 500, puisque vous avez 981 500 familles qui ont 3 enfants, plus, ensuite vous avez 275 familles qui ont 4 enfants. Donc ça c'est ce que vous cherchez. C'est la variable X que je cherche. D'accord? Évidemment, la difficulté que j'ai, c'est que ces familles qui ont 4 enfants, plus de 4 enfants, elles peuvent avoir 4, 5, 6, etc. Mais vous voyez que ce qu'on nous demande, et ce qu'on nous demande de comprendre, c'est de comprendre que la moyenne des moyennes est la moyenne. Et que donc, si vous octroyez à ces 275 000 familles qui ont plus de 4 enfants la valeur moyenne, vous allez déterminer le nombre d'enfants que j'appelle X ici. X, c'est la variable que je cherche. D'accord? Ça va bien correspondre au nombre d'enfants qui sont élevés, dans des familles de 4 enfants ou plus. Donc cette quantité-là, X multiplié par 275 000, c'est bien le nombre d'enfants élevés dans des familles de plus de 4 enfants. Ok? Et le X en question, c'est aussi la moyenne du nombre d'enfants dans les familles de plus de 4 enfants. Donc pour que ceci soit juste, il faut que la moyenne des moyennes soit la moyenne. Vous avez un groupe de CD, vous pouvez regarder la moyenne des notes obtenues par ceux qui ont obtenu plus de 16 de moyenne. 16 de notes, une note supérieure à 16. D'accord? En faisant ce calcul-là, et en pondérant cette note moyenne obtenue par ceux qui ont plus de 16, vous pouvez l'introduire dans le calcul de la moyenne. La moyenne des moyennes est la moyenne. Et donc ici, de la même manière, si vous avez 13 760 enfants, vous calculez le nombre d'enfants par famille, ceci est un calcul exact, 1, 2, 3, d'accord? Et pour la quatrième, comme ce n'est pas 4, mais que c'est 4 et plus, ce qui correspond au nombre d'enfants, simplement, c'est le X en question que vous êtes en train de chercher. Donc le X que vous êtes en train de chercher, le nombre moyen d'enfants par famille de 4 enfants ou plus, d'accord? C'est simplement cette valeur. D'accord? Et donc si vous le calculez, vous allez trouver que c'est égal à X, c'est 1513,5 divisé par 275. D'accord? Vous faites passer toute cette partie-là de l'autre côté et vous trouvez que c'est 5,5 enfants. C'est 5,5 enfants. D'accord? Bon, j'étais un peu surpris parce que je ne pensais pas que les familles nombreuses étaient si nombreuses. Non, avec autant d'enfants. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est intéressant parce que les familles nombreuses avec beaucoup d'enfants elles ne sont pas de plus en plus nombreuses, d'accord? La fréquence de ces familles baisse. Vous voyez, elles étaient 10,5%, ça représentait 10,5% des familles en 75. Et en 90, 5,2% des familles et 3,8% ensuite. Donc elles sont de moins en moins nombreuses en nombre, mais elles sont de plus en plus grandes en effectif. Bon, en fait, pour le faire court, c'est un phénomène sociologique que vous pouvez voir. Où sont les familles nombreuses? Où sont les familles nombreuses? Les familles nombreuses, elles habitent soit dans le 7e arrondissement, donc c'est les riches, ils sont de moins en moins nombreux. C'est des familles riches, notamment catholiques traditionnelles, quelquefois un peu, soit c'est les familles qui arrivent, les immigrés, qui arrivent avec des familles beaucoup plus nombreuses, qui arrivent d'autres pays. Et donc en fait, les familles nombreuses, c'est l'endroit où il y a le plus de disparité de niveau de richesse entre d'un côté des familles qui arrivent et qui ne sont pas très riches quelquefois, et puis de l'autre côté des familles bourgeoises, dont la mère ne travaille pas quelquefois, etc., qui choisissent d'avoir de nombreux enfants. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir que cette proportion a baissé, mais que le nombre d'enfants par famille nombreuse, lui, a augmenté. D'accord? Bon. Si on continue cette dynamique, on aura de moins en moins de familles nombreuses, mais avec toujours plus d'enfants. Bon, je sais pas, il y a peut-être un moment où ça va s'arrêter. Mais c'est une remarque à faire. Bon, un peu hors cours, je vous l'accorde. Donc on a calculé ça, c'est bon? Donc on a bien écrit une équation, parce que j'ai bien vu que pour l'interro, ça vous a posé un problème quand on écrit une équation dont on doit trouver la solution. D'accord?
Donc ici, je cherche un X, et ce X va vérifier ça. Et donc j'ai trouvé le résultat. Question suivante. Quelle est la médiane du nombre d'enfants par famille pour chacune des dates? Quelle est la médiane? Alors comment j'ai fait ça? Voilà. Ah oui, j'ai déjà la question 3. D'accord. La moyenne, en fait, je vais calculer, c'est la question 3, c'est pas ça. Quelle est la médiane? Donc la médiane, pour regarder la médiane, il faut regarder en fait ces colonnes-là, ok? Puisque ça, c'est ce qui nous donne les histogrammes, quoi, ce qui nous donne ici les histogrammes. Donc il faut regarder ces trois colonnes-là. Il faut repérer la fréquence cumulée. Donc attention, donc 42,5% des familles ont un enfant, 44% ont un enfant, 45,2% ont un enfant. Donc vous voyez que dans les trois cas, ici, la médiane, elle correspond à une fréquence cumulée qui serait une fréquence cumulée à un enfant, c'est pas assez haut parce que ça ne divise pas les ménages en deux, mais à deux enfants c'est trop haut parce que ça ne divise pas non plus les ménages en deux, les familles en deux. Ok? Donc vous seriez tenté de dire c'est entre 1 et 2 enfants. Bon, évidemment cela n'a pas de sens, puisque la modalité entre 1 et 2 enfants, 1,42 enfants, n'est pas observée dans la réalité. Donc dans ces cas-là, vous dites comme tout à l'heure, la médiane, c'est le chiffre le plus élevé, donc c'est 2. En fait, la difficulté qu'on a, et je le fais juste comme ça, je fais juste un petit dessin pour vous montrer ça, c'est que voilà, non, trop tard. Le problème qu'on a pour une variable comme ça, c'est que si je représente ce qu'on appelle la fonction de répartition, cette variable, elle est quantitative discrète, et donc sa fonction de répartition, elle est en marche d'escalier discontinue. Ce que je veux dire, c'est que si ici vous indiquez le nombre d'enfants, 0, les différentes possibilités, 1, 2, 3, 4, et plus, d'accord? La difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, si vous cherchez à représenter ici les fréquences cumulées, et que vous avez envie de représenter les fréquences cumulées sous la forme d'une fonction, c'est ça que j'appelle la fonction de répartition. Donc une fonction, c'est quoi? C'est quelque chose qui a une valeur x, rapporte ici un nombre. Donc c'est f de x. Et ce nombre, c'est le nombre de familles dans la population qui a un nombre d'enfants inférieur ou égal à x. Inférieur ou égal à x. Donc comment est cette fonction ici? Je la fais en rouge. Ben, vous voyez que aucune famille, puisque la famille par définition a au moins un enfant, aucune famille n'ont entre 0 et 1. Et quand vous arrivez à 1, vous sautez. Quand vous arrivez à 1, vous faites un saut. Parce que vous voyez que pour 1, par exemple, en 2009, c'est 45,2. Ça, c'est 2009 que je représente. Ensuite, de 1 à 2, évidemment, aucune famille n'a un nombre de 1 à 2. Donc la fréquence cumulée n'augmente pas. Et quand vous arrivez à 2, boum, vous faites un nouveau saut. Et vous savez que 45,2 plus 38,4, ça vous fait du combien? Ça fait du 45,2, ça fait du 83,6. D'accord? Vous savez que 83,6% des familles ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 2. Donc c'est pour ça que je représente le point pour dire à 2 ça saute. Donc je l'exclus ici pour montrer que ça saute. Et puis après ça passe là. Ensuite, entre 2 et 3 il ne se passe rien. Et là, boum, à 3, ça se remet à sauter.
ça se remet à sauter. Et ça saute à combien? Ça saute juste à 96,4. On est d'accord? Et donc là on est à 3. Et puis entre 3 et 4, boum, il ne se passe rien. Et puis après, là, à 4, ça se remet à sauter pour atteindre 100%. Alors sur 4, il y a un problème, c'est que comme on ne sait pas très bien ce qui se passe au-dessus de 4, on a bien compris que ceux qui étaient au-dessus de 4, ils avaient 5,5 enfants en plus. Mais ça, j'ai pas l'info, donc je ne sais pas très bien. Donc je dis, voilà, là je ne sais pas la représenter parce que je ne la connais pas, la valeur. D'accord? Ça, c'est la fonction de répartition. Cette fonction de répartition, elle est quoi? Elle est discontinue en escalier. Parce que la variable est discrète. La variable quantitative est discrète. Donc c'est quoi maintenant la médiane? Pour trouver la médiane, il suffit juste de prendre la fréquence 50% qui est là et d'essayer de regarder la valeur, la médiane. Par définition, la médiane, c'est la valeur de la variable telle que le f de la médiane est égal à 50%. C'est ça la médiane. ME, médiane. Donc ici, c'est ce que je fais. Je regarde, je prends la droite verticale au niveau de 50%, et je regarde à quel endroit elle intersecte la fonction. Ça tombe dans un trou. Évidemment, ça tombe dans un trou. D'accord? Il n'y a pas d'intersection. Vous voyez que mon truc en escalier, en fait, il n'y a pas d'intersection. Donc il n'y a pas de valeur. D'accord? Alors évidemment, vous pourriez dire, et c'est ce qu'on fait ici, on va dire la valeur c'est 2. Mais au sens mathématique, il n'y en a pas. Ok? Ici, on va faire comme si c'était 2. Mais c'est parce que la fonction de répartition a cette forme qu'il est difficile de calculer la médiane. Et que ça n'aurait pas de sens, notamment de dire que c'est entre 1 et 2. C'est soit 1, soit 2. On dit que c'est 2. On va dire que c'est 1, c'est 2. Donc la médiane, ici, elle est toujours de 2. Puisque, si vous regardez dans toutes les situations, c'est bien cette valeur qui est la médiane. Ok? Donc la médiane est toujours de 2. 2, 2, 2. Ok? Maintenant, ah oui, maintenant on va faire une petite pause. Donc 5 minutes de pause. Alors, donc on a calculé la médiane, on a vu que c'était 2. Et on nous demande ensuite de calculer la moyenne, c'est ça? Dans la moyenne, en fait, on ne nous a pas demandé de la calculer. Donc, on nous présente le tableau. On a obtenu, si on complète ce qu'on a obtenu ici, en 2009, on a ici 5,50, c'est pas très intéressant. Le nombre moyen d'enfants, on l'a calculé à la première question, on a obtenu combien? 1, combien? 83, c'est ça? 1,83, d'accord? On a obtenu ce résultat-là. Pourquoi la moyenne du nombre moyen d'enfants par famille est-elle ici un meilleur indicateur de position centrale que la médiane? Bon, déjà, vous voyez que la moyenne du nombre moyen, moi j'aurais évité de mettre le moyenne du nombre moyen parce que, à part pour la catégorie 4 et plus, c'est pas le nombre moyen d'enfants, c'est le nombre exact d'enfants par famille. Donc j'aurais laissé de côté ça, mais c'est bien ça, la moyenne, c'est bien la moyenne telle qu'on l'a calculée. Et la manière de calculer la moyenne, je vous rappelle que la moyenne, on l'a calculée simplement en divisant le nombre d'enfants total, donc 13 760,9, par le nombre de familles, 7
7 631 000 familles. Oui? C'est combien? « 1,803 » comme vous voulez. Effectivement, c'est 1,803. D'accord? Donc 1,803. Ça, c'est égal à 1,803. Bon. Donc, ce que vous observez, c'est que la médiane reste constante. Et pourquoi? Parce que la médiane ici, elle est calculée pas de manière imprécise. Mais voilà, c'est soit 1, soit 2, et donc ça reste 2. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, ça sera 1, et ça reste toujours à 2. Ça ne saisit pas une évolution. L'évolution étant que le nombre moyen baisse, lui. D'accord? Donc quelque part, pour rendre compte de la position centrale, de la tendance centrale de la série, c'est plus pertinent ici d'utiliser la moyenne, puisque la médiane ne montre pas la baisse de la taille des familles. Alors que la famille moyenne est passée de 2 enfants à aujourd'hui 1,80, et ça semble être une tendance qui fonctionne. Vous voyez bien que si cette tendance continue, à un moment ou à un autre, la médiane va tomber à 1 enfant. Et c'est pas encore le cas, d'accord? Pour que la médiane tombe à 1 enfant, il faudrait que le chiffre qui est de 45,2% se transforme en 50. Et le jour où on aura 50%, la médiane passera brutalement de 2 à 1 enfant. D'accord? C'est bien pour vous montrer qu'elle est discontinue, cette médiane. Et donc on passera de 2 à 1, simplement parce qu'on a passé la barre des 50. Si on est à 49,95, on sera encore à 2 enfants d'après mon analyse. Quand on atteindra 50,0, boum, on passera à 1 enfant. Donc on voit bien que la médiane ici, elle n'est pas appropriée pour rendre compte de ce phénomène. Peut-être qu'il faudrait donner directement le chiffre, 45% des familles qui ont un enfant. Et on voit qu'il augmente. On voit qu'il augmente puisqu'il augmente de 2% tous les 15 ans. 20 ans. Donc ça, c'était la question. Question suivante. Calculer l'écart type et les coefficients de variation pour 2009. Donc, comment calcule-t-on un écart type? Pour calculer un écart type, il faut d'abord calculer une variance. La variance, vous avez 2 manières de la calculer. Vous avez une première manière qui consiste à... La variance, c'est quoi? C'est la moyenne des écarts quadratiques à la moyenne. C'est comme ça que vous devez le dire. C'est la moyenne des écarts quadratiques à la moyenne. C'est quoi un écart quadratique? Un écart quadratique, c'est ce qui sépare le nombre d'enfants ici. Vous avez combien de catégories ici? On a 1, 2, 3. Les catégories, c'est 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 catégories. Donc c'est la somme de i égale 1 à 4. Vous avez 4 catégories. La somme des i égale 1 à 4. Pour chacune des catégories, la valeur prend une valeur, xi. D'accord? Ça peut être 1, 2, 3. Et vous voyez que pour la catégorie 4, la valeur xi, le xi correspondant à la catégorie 4, je vais mettre le xi correspondant, là c'est 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, et le xi correspondant à la catégorie 4, on ne le connaît pas, ça pourrait être 4. En fait, la bonne manière de faire, c'est mettre le nombre moyen pour l'année considérée. Donc c'est mettre 5,31, 5,40, et la dernière valeur qu'on a calculée, c'est-à-dire 5,50, je crois qu'on avait trouvé 5,50. Et c'est bien la bonne manière de faire, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire ça. Ça, c'est la première définition de la moyenne, de la variance. Vous tenez compte de l'écart quadratique à la moyenne, pondéré par les fréquences. C'est quoi la deuxième définition de la variance? C'est pas une deuxième définition, c'est une formule qui est équivalente. Comment on peut aussi calculer la variance? La variance, c'est non seulement la moyenne des écarts quadratiques à la moyenne, mais c'est aussi la différence entre la moyenne de la variable au carré, ce qu'on appelle la moyenne quadratique, moins le carré de la moyenne. Autrement dit, la variance, elle est aussi égale, et c'est la deuxième manière de calculer,
à une quantité qui est la moyenne quadratique. La moyenne quadratique, c'est quoi? C'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc une autre manière de calculer la variance, ça consiste en fait simplement à faire la moyenne sur le carré de la valeur et à lui enlever la moyenne. Donc on peut le calculer de cette manière-là ou de l'autre. Vous voyez que dans ce cadre-là, il est plus facile, il est souvent beaucoup plus facile d'utiliser la seconde définition que la première. Pourquoi? Parce que le x bar, vous l'avez déjà calculé. 1,80. Donc vous allez le mettre au carré. Regardez, application à l'année 2009, je le fais là. Quelle est la variance pour 2009? Alors, je peux l'écrire, pardon, avant de faire ça, je peux aussi l'écrire en termes d'effectifs. La fréquence, rappelez-vous que la fréquence, c'est le nombre de familles divisé par le nombre de familles totales. Donc c'est aussi la somme des ni xi carré sur n, on est d'accord? Moins x bar au carré. Donc la variance 2009, c'est quoi? C'est le nombre de familles avec un enfant. 3446,7 multiplié par 1 au carré. Plus le nombre de familles avec deux enfants. 2928,1 multiplié par 2 au carré. 2 au carré étant égal à 4. Ensuite, on continue, ça on est en train de calculer la moyenne quadratique. Plus le nombre d'enfants avec famille avec plus de 3, avec 3 enfants. 3 enfants exactement. Multiplié par 3 au carré. Plus le nombre de familles avec 4 enfants. Alors ici, on ne va pas mettre 4 au carré. Comme on sait que, en fait, dans ce cadre-là, on a un problème. C'est qu'on a vu que ces nombres de familles avaient 5,5 enfants en moyenne. Donc, si on met ici 5,5 au carré, d'accord, c'est une manière d'approximer le calcul. Mais attention, le fait de mettre 5,5 et pas de mettre 4 ou autre chose, on fait comme si toutes les familles de plus de 4 enfants avaient exactement 5,5 enfants. C'est-à-dire, on fait, pour les 3 enfants, il n'y a pas de problème. Toutes les familles avec 3 enfants ont 3 enfants. Il n'y a pas de difficulté à ça. Donc elles sont toutes identiques. Elles ont 3 enfants en termes de nombre. Par contre, les familles de 4 enfants, on sait très bien qu'elles sont hétérogènes. Donc à l'intérieur de cette famille, il y a de la variance. Mais ici, on néglige cette variance. Elle existe, mais enfin bon, le nombre de familles qui sont concernées par ça est relativement réduit. On fait comme si elles avaient toutes 5,5 enfants. En faisant ce calcul-là, on a certainement tendance à sous-estimer la variance, parce qu'à l'intérieur d'une classe qui est hétérogène, on fait comme si elle était homogène. Et on n'a pas le choix, on n'a pas d'autres informations. D'accord? Donc ça, c'est la moyenne quadratique. Et je divise tout ça par le nombre de familles. 7631,3. Et puis, j'enlève le moins x bar au carré. Et le x bar au carré, on a vu que c'était 1,803 au carré. Ceci est la variance. Donc la variance, d'après mon calcul, ça fait 4,23 4,234 moins 1,803 au carré. 4,234, c'est ce que j'ai appelé la moyenne quadratique. D'accord? C'est le nombre moyen d'enfants au carré par famille. Ok? Et donc, ça me donne une variance qui est de 0,9825. C'est quoi l'écart type? La variance, elle est mesurée en quelle unité? Elle est mesurée en nombre d'enfants au carré. Elle est mesurée en nombre d'enfants au carré, parce qu'elle tient compte du carré de la variable. Et donc, pour avoir une mesure qui soit homogène au nombre d'enfants, je prends sa racine. Et donc la racine, c'est racine de 0,9825
Bon, il se trouve que racine de 0,9025, c'est très proche de racine de 1, et donc ça vaut 0,99. C'est-à-dire c'est très proche de 0,9825. Ceci est l'écart type. Donc l'écart type ici, je l'ajoute dans ce tableau, il est de 0,99. C'est quoi les coefficients de variation? Le coefficient de variation, c'est est-ce que 0,99 c'est important ou pas? C'est un enfant. Pour le savoir, il faut ramener ça au nombre d'enfants. Le coefficient de variation, il divise l'écart type et il exprime proportionnellement à la moyenne. Ok? Donc, quel est le pays dans lequel il y a beaucoup d'enfants actuellement? Citez-moi un pays dans lequel il y a beaucoup d'enfants actuellement. Ah non, la Chine, ça fait... faut vous réveiller. La Chine, ça fait 40 ans qu'ils pratiquent la politique de l'enfant unique. Ils ont affaibli. Donc c'est un pays dans lequel il n'y a pas beaucoup d'enfants, c'est un gros problème de la Chine. L'Inde, c'est un pays qui est en transition démographique, qui sont en train de baisser. C'est où les pays où il y a le plus d'enfants actuellement? C'est en Afrique, quoi. C'est en Afrique subsaharienne. C'est au Niger. Vous avez vu le discours au Mali. Vous avez vu le discours en Burkina Faso, le discours de Macron quand il est allé à Ouagadougou. Il a dit il y a trop d'enfants en Afrique. C'était vu comme étant. Et c'est en Afrique, c'est au Mali, Burkina Faso, au Nigeria, au Niger. C'est là où ils sont encore, je l'ai dit, ils sont à 6 ou 7 enfants. D'accord? Donc évidemment, c'est pas la même chose d'avoir une variance à un enfant, je reviens à mon sujet, avec 6 enfants par famille, qu'avoir une variance ou un écart type à un enfant lorsqu'il y a en moyenne que 1,80 enfants par famille. D'accord? C'est pas la même hétérogénéité. Donc c'est ça que mesure le coefficient de variation. Il exprime le sigma en termes de moyenne. Donc 0,99 divisé par 1,803. Donc ici, il vaut 0,54. D'accord? Commenter leur évolution, le coefficient de variation, il est de 0,54. D'accord? Donc, effectivement, regardez, il est à la baisse, le coefficient de variation, ce qui signifie que les familles ont moins d'enfants en moyenne, mais elles sont aussi moins hétérogènes. Elles sont relativement moins hétérogènes, d'accord? Puisque le coefficient de variation baisse. Donc il y a moins d'hétérogénéité parmi les familles. Vous pouvez dire ça. La dispersion des familles par nombre d'enfants est en baisse. Ça semble être une tendance qui fonctionne depuis depuis 1975. Voilà comment vous devez calculer la variance. Donc c'est bon sur cette notion de variance. Ça tombera à tous les coups à l'apéro la semaine prochaine. Si je ne fais pas ça à l'apéro la semaine prochaine, je ne sais pas quelle question je vais poser. Hein. D'accord? Il faut que ce soit clair. Bon, on va pouvoir commencer l'exercice 3. Donc l'exercice 3, je le trouve assez complet et intéressant. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas laissé dans le programme parce qu'en fait, c'est toujours le même programme. Donc quelque part, il reprend des notions qu'on a déjà vues, mais en allant un petit peu plus loin, c'est dans le faire. Une compagnie de taxi a collecté les données suivantes sur la distance hebdomadaire parcourue par ses véhicules. 4, 300, 400, etc. Première question, la variable étudiée est-elle le nombre de taxis? Votre réponse? Non. La variable étudiée est-elle le nombre de kilomètres? Oui. Autre chose? J'en sais rien. D'accord? À chaque fois, il faut bien avoir en tête que vous allez dresser un tableau dans lequel vous allez indiquer la variable et vous allez recenser le nombre d'individus qui correspondent à cette variable, à cette modalité de la variable. Donc la variable ici, c'est le nombre de kilomètres parcourus par les taxis, et le nombre, et l'effectif, c'est le nombre de taxis concernés. D'accord? Donc toujours avoir en tête que quand on étudie une distribution, il faut tout le temps, d'un côté, être capable de décrire en fait des couples qui sont le niveau de la variable, d'accord, le niveau du dividende,
et le nombre de fois où ça a été atteint, le LI. D'accord? Et donc il y a toujours un peu cette flexibilité dans votre tête. Il faut dire, la variable c'est le X. Donc il doit faire ce tableau, et d'ailleurs c'est le tableau qu'on va faire ensuite, donc ça va apparaître correctement. Est-elle quantitative, qualitative, discrète, continue? Qualitative. Elle se mesure par un nombre, donc elle est quantitative. Est-ce qu'elle est discrète? Non, le nombre de kilomètres que vous voulez mesurer, c'est 8332,4. Donc elle est continue. Ok? Simplement ici, elle est présentée sous forme de classe. Et c'est bien souvent le cas lorsqu'on présente une variable continue. C'est regroupé en termes de classe avec un regroupement qui peut être arbitraire, mais qui est aussi le choix d'analyste. D'accord? Donc ici, on a une variable quantitative, continue, qui est regroupée par classe. C'est un flux ou c'est un stock? C'est parcouru au cours de l'année. D'accord? On ne vous demande pas à quel niveau est le compteur du véhicule du taxi à la fin de l'année, au 31 décembre, parce que ça c'est le cumul de tous les kilomètres qu'il a fait depuis que le véhicule est dans la compagnie. Ça serait un stock. Ici, le flux, c'est les kilomètres parcourus au cours de l'année. Donc c'est quelque chose qui est mesuré par rapport à un intervalle de temps. D'accord? Alors évidemment, vous pourriez vous dire qu'en début d'année, on peut remettre le compteur à zéro pour le compteur journalier. Mais vous voyez bien que dans ce cas-là, vous calculez bien un stock sur l'année. Mais du point de vue d'analyste, ici, moi je le vois comme étant un flux, c'est au cours d'une année. Quand vous dites sur une voiture, quel est le kilométrage de la voiture, évidemment c'est le kilomètre de la voiture depuis qu'elle existe. C'est implicite, vous n'avez pas besoin de dire depuis 5 ans ou depuis 2 ans. Vous dites depuis qu'elle existe. Ok, bon, après ça peut être un peu stupide et c'est pas une question qui vous est posée. Présenter les données collectées dans un tableau. Bon, etc., etc. Ça on va le faire, on va répondre. Donc on a répondu à la première question. C'est bon? Présenter dans un tableau. Donc dans un tableau, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce tableau? On va mettre les classes. D'accord? Donc la variable xi, en fait, les i, ici, les i, vous voyez qu'on a des classes. On a 5 classes. D'accord? Donc les i vont de 1 à 5. Et la variable xi, dans chacune des classes, la variable, elle va être, pour chaque taxi, elle va être rangée dans les classes. Vous êtes d'accord? Donc je représente à chaque fois les classes. Donc ces classes, c'est 300, 400, 400, 600, etc. C'est l'énoncé qui me le dit. Alors, il y a une question que vous pourriez vous poser, c'est dire 4 ont parcouru entre 300 et 400 km. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que ça a commencé à 300,0000. D'accord? Bon. C'est une question qui n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, ça va de 300 jusqu'à 400. Mais 400, c'est 399,99999. D'accord? J'exclus pour qu'il n'y ait pas de recouvrement. Ce qui est très important, c'est que les classes ne se recouvrent pas. Donc c'est pour ça que je le fais fermé du côté gauche et ouvert de l'autre côté. Dans l'énoncé, c'est pas précisé. D'accord? On dit entre 300 et 400. Bon, on a compris qu'il n'y allait pas y avoir un taxi qui allait être comptabilisé 2 fois parce qu'il a fait 400,0000. D'accord? Donc pour une variable continue, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il faut y faire attention parce que des fois, il peut y avoir des histoires d'arrondi. C'est mesuré à la centaine de mètres près ou au kilomètre près. Je ne sais pas, je ne l'ai pas dit dans l'énoncé. Donc on compte entre 300 et 400. Alors, après, ça peut être aussi utile à chaque fois de bien repérer le centre de la classe et son amplitude. Le centre de la classe, c'est la variable qui sépare la classe en deux. D'accord? C'est le centre de la classe. J'aurais pu aussi, et peut-être ça aurait été plus intelligent de ma part, 950, j'aurais pu ici ajouter quelque chose qui aurait été plus intéressant, qui a aussi son utilité, c'est de repérer que ces classes, la première chose que vous devez repérer, c'est que ces classes ont des amplitudes qui sont différentes. D'accord? Alors, il y a certainement une raison à ça. Mais c'est à repérer. L'analyste, il a regroupé, je ne sais pas pourquoi, il a mis des classes d'amplitudes différentes. On ne sait pas pourquoi, mais on doit en tenir compte. Les effectifs, on les recense, donc d'accord, bon, ça c'est facile, 4, 12, 8,
et 2. D'accord? Donc, si j'ai bien calculé, il y a 30 taxis dans la compagnie. Ok? Il y a 30 taxis dans la compagnie. Donc, on est d'accord que là, ce qu'on a bien représenté, c'est des couples qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblent à des couples XI et I. La variable, le nombre qui correspond à ça. La fréquence, c'est simplement, elle s'exprime en pourcentage, d'accord? Et on se contente de représenter, le nombre. Ok, donc 4 trentièmes, ça fait combien ça? La fréquence, c'est quoi? 4 divisé par 30, ça fait combien? Ça fait 13,3. Donc 13,33%. Ici, ça fait 40%. 3 fois 13,3. D'accord? Ici, ça fait 8 trentièmes, ça fait combien? 26,67. 13,33 et 6,66. Tout ça doit sommer à 100%. Ok? Présentez les données collectées dans un tableau. C'est ce que j'ai fait. Donc à chaque fois, posez-vous les bonnes questions sur ce tableau, repérez les classes, comptabilisez les effectifs, dressez les fréquences, constatez qu'il y a des différentes amplitudes éventuellement, ça peut être utile pour la suite de l'analyse. D'accord? Et puis, à chaque fois aussi, vérifiez bien que vous n'êtes pas trompé en ajoutant une colonne totale si c'est nécessaire, pour quand vous les additionnez, ne pas vous tromper. Donc c'était la question 2. Calculer la moyenne, la médiane, le mode, en précisant pour chaque caractéristique l'unité dans laquelle elle s'exprime. Alors, comment on peut calculer la moyenne? En fait, c'est un peu... Ici, comment vous allez calculer la moyenne? La moyenne, c'est la somme des NI XI divisé par N. N'oubliez pas qu'ici, vous avez, j'ai dit, on a 5 catégories. D'accord? Et vous avez 30 taxis. Donc c'est comme ça qu'on pourrait calculer. Évidemment, si on avait le relevé des compteurs de tous les taxis, on pourrait calculer, faire un calcul exact. Ici, on n'a pas cette information. Donc on doit se débrouiller avec les informations qu'on nous donne, puisqu'on nous demande de calculer la moyenne. Ce calcul, il va être approximatif parce qu'on ne connaît pas la moyenne parmi les taxis. En revanche, on connaît la manière dont les taxis se répartissent dans les classes. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser le centre de la classe comme étant représentatif de chacune des catégories. Ça revient à faire quel raisonnement? Ça revient à dire que à l'intérieur de la classe, la moyenne est le centre. C'est-à-dire que parmi les 4 véhicules qui sont entre 300 et 400, en moyenne, ils ont parcouru 350. Je ne le sais pas. Peut-être que c'est 380. Peut-être que c'est 320. Comme je ne sais pas, je fais comme si c'était 350 parce que je me dis que c'est le plus probable. Enfin, le plus probable, je ne sais pas. Quand vous ne savez pas, si on vous dit donner le prix d'une baguette de pain entre 1 et 2 et que vous n'avez aucune idée, vous allez dire ça vaut 1,5. C'est ça faire les moindres carrés. Ah. Vous allez prendre la moyenne du milieu parce que vous dites c'est. Donc c'est ce qu'on fait ici. Ça revient à faire une hypothèse qui est importante, que j'ai appelée, moi, que j'appelle dans mon cours, l'hypothèse d'uniformité. Je fais comme si, à l'intérieur de la classe, les taxis seraient représentés de manière uniforme, de sorte que le centre soit la moyenne. D'accord? Vous voyez, si vous devez regarder la moyenne des individus qui ont plus de 10 de moyenne dans le groupe de TD, l'hypothèse que vous pouvez faire, ça veut dire il y a autant d'individus qui ont 10 que d'individus qui ont 11, qui ont 12, etc. Donc ils ont 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous allez prendre la moyenne, vous allez trouver que c'est 15 la moyenne, parce que c'est le milieu. C'est exactement pareil ce qu'on fait. Donc ici, ça nous donne quoi? On peut le calculer soit à partir des fréquences, soit à partir d'effectifs. Faites ce que vous voulez, d'accord? Donc on va faire
4 fois 350, plus 12 fois 500, plus 8 fois 650, plus 4 fois 800, plus 2 fois 950, d'accord? Et on va diviser tout ça par 30. Ok? Et vous allez trouver ok, ça va être 17 700, c'est ça, divisé par 30, et ça fait 590. D'accord? Ça, c'est la moyenne. Ça, c'était la moyenne. La médiane. Alors, pour calculer la médiane, il faut faire la courbe des fréquences cumulées. Donc, vous voyez que la courbe des fréquences cumulées, vous pouvez la calculer ici. Après, on dira à quoi ça correspond. 50, vous la calculez en pourcent, 13,33. Ici, vous arrivez à 53,33. Ici, à 80. Ici, à 93,33. Et ici, à 100. Ok? Donc, ce que vous repérez dans cette affaire, c'est que la médiane correspond à l'endroit qui partage la population des taxis, des véhicules, en deux parties. Ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en dessous. Ok? Ici, on ne connaît pas la médiane exactement, mais ce que l'on voit, c'est que la médiane, ça ne peut pas être 400, parce que vous avez que 13,33% des taxis qui ont parcouru moins de 400 km. Et ça ne peut pas non plus être 600, parce que vous avez, ça ne peut pas être 500. Ça peut pas être 600 non plus, parce qu'à 600, vous êtes au-dessus, vous êtes à 53,33. Autrement dit, ce que vous savez, c'est que la médiane, elle appartient à une classe médiane, à la classe médiane, qui est entre 400 et 600. Ceci définit la classe médiane. D'accord? C'est la classe médiane. Maintenant, où est-elle dans cette classe? Pour le coup, on est dans une situation différente par rapport au nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, vous savez très bien qu'on ne pouvait pas être dans la classe, vous ne pouvez pas être dans un intervalle. C'était soit 1, soit 2. Ici, on sait très bien qu'il y a des nombres de taxis qui sont dans cette classe, qui est aussi certainement peut-être le mode, enfin, c'est vérifié. Non, c'est pas le mode il est au-dessus, mais c'est pas grave. C'est la question qui est posée après. Il y a 40% des taxis. Donc il y a beaucoup de taxis, il y en a 12 qui sont là-dedans. En fait, ça aurait été plus rusé certainement, du point de vue de l'analyste, précisément de mettre un effet de loupe sur cette classe, parce qu'elle regroupe beaucoup d'individus. Pourquoi avoir autant de précision entre 900 et 1000 et laisser une classe ici qui a 200 d'amplitude alors qu'elle regroupe 40% des taxis? Franchement, c'est un mauvais statisticien qui a fait ce tableau. Il aurait dû regrouper différemment les taxis. On part avec les informations qu'on a. Comment on va les calculer du coup? Regardez, j'ai remis ici les différentes classes. On est d'accord que si je devais ajouter ce qui se passe, c'est que le 13,33 correspond en fait, ça, la fréquence cumulée, c'est une fonction f de x. D'accord? C'est le nombre de taxis qui sont caractérisés par, c'est le nombre de taxis tel que les kilomètres au compteur soient inférieurs ou égal à x. Donc ici, 13,33, c'est le nombre de taxis tel que leur nombre de kilométrage, grand X, est inférieur à petit x qui est égal à 400. D'accord? Et ça, c'est f de 400. Ça, c'est f de 600. Ça, c'est f de 700. Ça, c'est f de 900. Et ça, c'est f de 1000, c'est-à-dire la variable la plus élevée. Donc là, ce que je viens d'indiquer, c'est la fonction de répartition. Non, pardon. Ça, c'est bien la variable de x, et ça, c'est bien la fréquence cumulée. C'est bien la fonction de répartition. Ok?
Ok? C'est bien la fonction de répartition. Donc, typiquement, si on doit représenter cette fonction de répartition, vous voyez que la médiane, elle appartient à cette classe. C'est la classe médiane. Qu'est-ce qui se passe dans cette classe? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à l'intérieur de cette classe, d'accord, ça c'est des axes mais qui sont coupés. Qu'est-ce qui se passe si on représente la fonction f? Ça c'est les valeurs de x. Ben, vous voyez que pour x égale 400, f vaut 13,33 en pourcent. D'accord? C'est en pourcentage cumulé, ça vaut 13,33. Il y a 13,33% des taxis qui ont fait moins de 400 km. 400 ou 400 000, je ne sais pas. D'accord? Et puis, vous voyez que si vous prenez la valeur 600, qui est la variable qui suit, ok, vous arrivez au fait que vous avez 53,33% des taxis qui ont fait des kilomètres inférieurs à 600. D'accord? Donc ça correspond à 53,33%. Donc entre ces deux points, vous pouvez représenter la fonction de répartition entre ces deux points. Si vous supposez que les taxis, les 12 taxis qui sont à l'intérieur de cette classe, sont répartis de manière uniforme, d'accord, ils vont tous se positionner sur la droite qui lie ces deux points. Autrement dit, d'accord, autrement dit, la fonction de répartition, elle est linéaire par morceau, parce qu'évidemment, sur le morceau suivant, elle va continuer à être linéaire, mais elle va éventuellement changer de pente. Elle est linéaire par morceau, parce que je considère qu'à l'intérieur de la classe, la distribution est uniforme. C'est une hypothèse. Car la distribution est uniforme sur la classe médiane, ici, qui est la classe 400, 600. Donc maintenant, comment on va répondre à la question, quelle est la médiane? La médiane, c'est ce qui correspond à la valeur de 50%. Donc ce qu'il faut, c'est juste qu'on trouve, le point de la fonction, ce point-là, qui correspond à 50%. C'est ça la médiane. D'accord? C'est ça la médiane. Pour la trouver, comment je peux faire? Pour la trouver, je vais simplement utiliser une propriété relativement simple, qui consiste à dire que si elle est sur la droite, la pente qui lie le point 400 à la médiane, au point médian, la pente qui lie le point A au point M, est la même que la pente qui lie le point A au point B. D'accord? C'est comme ça que je vais trouver le fait que c'est sur la droite. C'est combien la pente de la droite AB? C'est combien la pente de la droite AB? Pente d'une droite, de AB. La pente d'une droite, c'est la manière dont la droite augmente. C'est delta Y sur delta X. Quand on passe de 400 à 600, c'est X, ça. D'accord? C'est les axes des abscisses. C'est 200. La fréquence augmente de 13,33 à 53,33. Elle augmente de 40%. D'accord? Elle augmente de 40%. On est d'accord? Donc, la pente de AB, elle est de 40% divisée par 200. 40% divisé par 200. Donc, 40 divisé par 200, soit vous pouvez l'écrire de deux manières. Soit vous faites 4 divisé par 2, 40 divisé par 200, ça fait combien? Ça fait 0,2. Alors,
Attention à l'unité, d'accord? Vous pouvez dire c'est 0,2%. C'est quoi l'interprétation? L'interprétation, c'est qu'à chaque fois qu'il y a 1 km de plus au compteur, ça correspond à 0,2% en plus. Ok? Maintenant, la pente de la droite AM, elle est égale à quoi la pente de AM? Je vais essayer de l'écrire là-haut. J'ai gommé ça. Pour qu'on reste sur une transparence, sinon on ne va plus rien comprendre. C'est quoi la pente de AM? Quand on va de A à M, par définition, c'est la même bien sûr, mais c'est aussi égal à ME moins 400, d'accord? ME moins 400, puisque c'est le delta X, et le delta Y, il est de combien? Vous passez de 13,33 à 50. Donc cette distance-là, elle est de 36,67%. Et par définition, cette pente, elle doit être la même. Elle doit être de 0,2%. Parce que la pente de AM est égale à la pente de AB. Et donc au total, à quoi est égal ME moins 400? Ou à quoi est égal ME? ME moins 400, ce qui sépare ME de 400, donc cette distance-là, c'est ce qu'on cherche, hein, cette distance-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à 36,67 divisé par 0,2. C'est-à-dire 5 fois 36,67. Puisque divisé par 0,2, c'est la même chose que multiplié par 5. Ça fait combien ça? Ça fait du 5 fois 36,67. Ça fait 183,35. Donc, j'ai réussi à montrer que ceci, c'était 183,35. Donc la médiane, elle est de combien? La médiane, elle est de 583,35 puisqu'elle est égale à 400 plus ça. Quand je dis que la médiane est ça, en fait, on avait bien compris que comme on est à 53,33 et que 53,33 n'est pas très éloigné de 50%, la médiane, elle est plus proche de 600 que de 400, on est d'accord? Pour la calculer, quand je dis elle est de ça, j'ai fait ce qu'on appelle une interpolation linéaire. J'ai fait un calcul qu'on appelle une interpolation linéaire. Ce calcul, il a consisté à considérer que la répartition était uniforme sur l'intervalle, que la fonction de répartition était une droite. C'est comme ça que je l'ai fait. Évidemment, vous pouvez me contester et me dire, mais non, la fonction de répartition n'est pas comme ça. Ok, donnez-moi une hypothèse alternative et on fera un autre calcul. D'accord? Ici, c'est le calcul le plus simple auquel on peut penser. Faire une interpolation linéaire. Donc c'est ça qu'on nous demandait de faire ici, et je dois dire que c'est pas totalement simple. Donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Il y a toujours un point au partiel. C'est juste appliquer ça. On va le revoir pour les quartiles un peu plus loin dans cet exercice. Dernière question. Le mode. Alors le mode c'est aussi une question un peu subtile. Parce que vous voyez que mes intervalles ont des fréquences différentes, ont des amplitudes différentes. D'accord? Donc, si on devait tracer l'histogramme, on doit rectifier les fréquences. Rectifier les fréquences, ça veut dire quoi? C'est tenir compte du fait qu'ils ne sont pas les mêmes, que ce n'est pas les mêmes amplitudes. D'accord? Donc ici, comme l'amplitude est 2 fois plus élevée ou 2 fois moins élevée, on va tenir compte de ça. Donc typiquement, vous voyez qu'on peut exprimer les choses de manière à avoir des intervalles qui sont de même amplitude.
Donc, en fait, cet intervalle-là, on va le répartir en deux avec des amplitudes qui sont tout le temps de 100. De la même manière, le 700-900, on va le répartir en deux. D'accord? Et c'est ça le principe. C'est d'avoir une représentation qui permet de faire un graphique d'histogramme. Donc, pour faire ce calcul-là aussi, on fait la même hypothèse. On fait l'hypothèse d'uniformité. Par exemple, ici, on suppose que l'intervalle 400-600, il y a autant de véhicules entre 400 et 500 qu'entre 500 et 600. Pour affirmer ça, pour dire que 40% se divise en deux par égal, il faut faire l'hypothèse d'uniformité. C'est la même que celle que j'ai fait tout à l'heure. Ici, évidemment, c'est pas modifié. D'accord? Là, c'est pas modifié. Là, c'est divisé par 2. C'est là où on demande pourquoi on a 6,667. Là, c'est 6,67 aussi. Ok? Et puis là, c'est 13,33. Donc, en répondant à cette question, il faut faire très attention au fait que si vous raisonnez en termes de fréquence rectifiée, et c'est bien comme ça que vous raisonnez pour calculer l'histogramme, vous voyez que l'intervalle modal, c'est l'intervalle 600-700. Et c'est très important, ici, très important, de rectifier les fréquences, parce que vous voyez que du coup, vous vous laissez tromper par les 400, par les 40% qui sont dans l'intervalle dessous, et qui a une amplitude 2 fois plus grande. Donc l'intervalle modal, c'est 600-700. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'intervalle modal, ou la classe modale, comme vous voulez. L'intervalle modal. Et vous savez que le mode, il appartient à cet intervalle modal. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, j'ai envie de rien dire de plus. Parce que le mode, il est sensible à la manière dont vous définissez les intervalles. Donc après, je sais que Patricia Bornetti, par exemple, elle présente une méthode qui est la méthode des séquentes, etc. Je ne comprends pas ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne le fais pas. S'il ne le fait pas, ça ne sera pas au partiel. Parce que si c'est dans le sujet partiel, je dirais non, moi je ne veux pas Autant faire une interpolation linéaire pour la médiane, c'est important. Autant ici, vous repérez l'intervalle modal, et ça suffit pour la réponse et vous avez tous les points. Donc c'est 26,67. Les quartiles. Alors, c'est quoi les quartiles? Les quartiles, c'est Q1 qui correspond à 25%, Q2 qui correspond à 50%, et Q3 qui correspond à 75%. Donc ce qu'on nous demande de calculer, c'est F. Ce qu'on nous demande de calculer, c'est le F. Le F de Q1, c'est 25%. Le F de Q2, c'est 50%. Et le F de Q3, c'est 75%. Évidemment, première chose à dire, c'est que Q2, c'est la médiane. Puisque la médiane, c'est ce qui correspond aussi à 50%. Donc le second quartile, c'est 50%, donc c'est la médiane. La médiane, elle vaut combien? On l'a calculé. 583. Donc, on a réglé le problème pour la médiane. Pour Q2, 583, quelque chose. On l'a déjà calculé. Comment on fait pour Q1? Pour Q1, Q1, il est où? Q1, il appartient à 400-600. Vous êtes d'accord? Puisque vous voyez que le niveau 400, ça correspond à 13,33. Donc il est un petit peu supérieur à 400, mais il est très inférieur à 600. Comment vous pouvez le déterminer? Exactement comme tout à l'heure. Ce que vous savez, c'est que Q1 moins 400, rappelez-vous le dessin que j'ai fait précédemment. On peut le reprendre. Il est où Q1? Q1, il est là. Vous prenez la valeur ici de 25%, d'accord, qui est là, et vous en déduisez Q1 par le même principe.
Donc ça c'est 25%, et Q1 il va être là. Comment vous calculez Q1? La même chose, la pente de A à Q1 est la même chose que la pente de A à B. D'accord? Et donc Q1, vous pouvez le déterminer aussi par une interpolation linéaire. Sur ce graphique, il va être situé à cet endroit-là, puisqu'il est dans cet intervalle, entre 13,33 et 53,33. Donc comment vous en divisez? Vous le divisez de la manière suivante. La pente de AQ1, c'est égal à quoi? C'est égal à cette pente, elle est égale à Q1 moins 400, d'accord? C'est delta X, et delta Y, c'est quoi? C'est la différence entre 13,33 et 25%. Donc c'est 25% moins 13,33%, puisque ça correspond à un quart d'écart, 25%. Et vous savez que cette pente de AQ1, elle est égale à la pente de AB, qui est égale à 0,2%. Donc c'est le même résultat que tout à l'heure. La même méthode, d'accord? Donc Q1, c'est égal à quoi? C'est égal à 400 plus 25% moins 13,33%. Ça fait combien ça? 25% moins 13,33. Sortez pas la calculette, faites de tête. Ça fait 6,67 plus 5. 11,67% divisé par 0,2%. Donc Q1, c'est égal à 400 plus 5 fois 11,67. Ça fait 458,35. 458,35. Q3. Q3, il appartient Q3, il appartient à 600-700. Ok? À quoi est égal Q3? Et bien ce que vous savez, c'est que Q3, je l'écris juste, parce qu'après je voudrais vous faire un petit point de rappel sur les moindres carrés. Je l'écris juste, et on reverra peut-être la prochaine fois. Et comme je sais que la prochaine fois, il va y avoir plein de monde. Donc Q3, il est égal à quoi? Même principe de calcul. Il est entre 600 et 700. Il est égal à 600 plus, vous voyez que, plus quoi? Ce qui s'y part, Q3, ça correspond à 75%. D'accord? Donc, ce qui sépare 600 de 75 de 53,3, c'est égal à quoi? C'est égal à 11,67. Là aussi, il y a 11,67% entre 53. Non, il y a plus que ça. Il y a 21,67, c'est ça? 21,67. C'est ce qui sépare 53,33 de 75%. Et vous le divisez par combien? Vous le divisez par la pente. La pente, elle est égale à combien sur le segment 600-700? Vous voyez que sur ce segment-là, vous avez 26,67% des données. D'accord? Vous avez 26,67% des données pour une amplitude qui est de 100. Donc ça signifie que pour chaque graduation d'amplitude, vous allez augmenter de 0,2667%. Donc voilà le résultat. Q3, c'est ça. Donc je l'écris juste et après on y reviendra. Je reprendrai la semaine prochaine. Ça fait 81, ça fait 681,25. Ah mince, vous croyez qu'il y a des gens après moi là?
Ou alors, la droite des moindres carrés. Vous m'aviez posé cette question, mademoiselle. La question sur la droite des moindres carrés. La droite des moindres carrés, ça consiste juste à ajuster un nuage de points, des observations, avec une droite. Donc, vous avez des points. Et ce que vous faire, vous voulez faire passer une droite au milieu de ces points. D'accord? Ça c'est X, ça c'est Y. Vous cherchez ceci. Ok? La manière dont vous allez déterminer A et B, ça va être de minimiser l'écart qui sépare chacun des points de la droite. L'écart au carré. Donc, vous allez prendre chacun des points. Chacun des points, c'est la somme de I égale 1 à N. D'accord? Des YI, Y1, Y2, des YI moins AXI plus BI, le duo carré. C'est ça la droite des moindres carrés. Donc après, comment on fait pour le calculer? C'est Excel qui vous calcule. Il va choisir la pente. Le A, c'est la pente. Il va choisir le B, l'ordonnée à l'origine, de manière à ce que ce soit le mieux ajusté possible. Ça consiste simplement à résoudre un problème d'optimisation en termes mathématiques. À minimiser une fonction qui dépend de A et de B. Excel le fait. D'accord? Oui? Comment? Non, vous n'aurez jamais calculé si un esprit tordu peut le démarrer. Ce qu'il faut rappeler, c'est ce principe-là. Écrire, c'est la droite des moindres carrés. Les carrés, c'est le carré des écarts. Et moindres, parce qu'on minimise. On essaie d'ajuster le dual de cette manière-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve à la semaine prochaine. Même endroit. Oui? Ouais, bien sûr. Ça vous inquiète?